TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. Le chef de l'État Faure Gnassingbé est à Djerba en Tunisie pour la 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Ouverture donc ce samedi aux côtés de ses homologues du monde francophone et francophile. L'actuelle et pertinente question du numérique est au centre des travaux. Cheikh Emmanuel Adebayor a lancé hier vendredi à Lavier son incubateur de projets en agrobusiness, formation, accompagnement à l'installation de l'entreprise. De centaines de jeunes Togolais seront sélectionnés pour en bénéficier. Le footballeur international avait à ses côtés au lancement de son projet un parterre d'autres importantes personnalités. Et puis la première école au Togo à 130 ans. C'était une école catholique. L'institution va célébrer l'anniversaire de digne manière. Des anciens élèves d'école catholique, aujourd'hui haute autorité, rehaussent la célébration de leur présence. Merci de suivre ce journal. Le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie s'est ouvert ce samedi à Djerba, en Tunisie. Le chef de l'État Faure Gnassingbé y prend part. Les travaux sont encore d'une pertinence pour le Togo. Le point central, la promotion du numérique pour mieux répondre aux enjeux actuels. Ce numérique-là même qui est au cœur de la politique publique au Togo. Le point sur le sommet avec Ulrich Amega. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, dont le président togolais Faure Gnassingbé, prennent part depuis ce matin du 19 novembre 2022 à Djerba en Tunisie aux travaux du 18e sommet de la francophonie. La participation du chef de l'État Faure Gnassingbé à ce 18e sommet témoigne de l'attachement du Togo à cette organisation à laquelle notre pays appartient depuis sa création en 1970. Le discours d'ouverture a été prononcé par Louise Mouchi-Kiwabo, secrétaire générale de l'organisation, en présence du président tunisien Kais Saïd et du président français Emmanuel Macron. Elle a fait l'historique de l'organisation en rendant un hommage au père fondateur, particulièrement à Habib Bourguiba, le père de la nation tunisienne. Louise Mouchi-Kiwabo a dressé un bilan sommaire de son mandat marqué par quelques difficultés liées à la pandémie à coronavirus, aux crises et conflits, à l'inflation. Néanmoins, affirme-t-elle, au cours des 2 dernières années, les actions menées ont permis de rendre pertinente l'organisation face aux enjeux globaux qui risquaient de faire perdre confiance aux populations. En termes de perspective, la secrétaire générale de la francophonie s'est dotée d'un nouveau cadre stratégique 2023-2030 qui guidera les actions de l'OIF. En ligne de mire, 3 axes principaux. De grands projets à fort impact seront développés avec des thématiques précises. La langue française, la francophonie économique et numérique, l'éducation. Sur la même période, l'influence de la francophonie sera renforcée pour demeurer un trait d'union entre les peuples. L'organisation entend également profiter du dynamisme des pays membres pour accroître son attractivité tout en multipliant les efforts pour l'emploi des jeunes. Pour l'édition 2022, 89 délégations ont fait le déplacement de l'île de Djerba. Les travaux tourneront autour du thème central « Connectivité dans la diversité », le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Dans le domaine du numérique, justement, le Togo a une longueur d'avance sur plusieurs pays. Pour preuve, notre pays développe un ambitieux programme Togo Digital 2025 de la feuille de route gouvernementale. Cet engagement en faveur du numérique a d'ailleurs été le critère phare pour lequel notre pays a été sélectionné parmi les 10 États membres de la francophonie pour le pilotage du projet Déclic. L'objectif de ce projet étant de renforcer les compétences numériques individuelles et professionnelles des jeunes et des femmes de l'espace francophone pour améliorer leur qualification et l'accès à l'emploi. Ce sommet, cette année, coïncide avec le 50e anniversaire de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, qui a pour mission de rassembler les nations partageant la langue française. Retour en images sur l'histoire de la francophonie. L'origine du mot francophonie, un homme.
Onésime Reclus utilise ce terme pour la première fois en 1880 dans son ouvrage « La France de l'Algérie et de ses colonies ». Le géographe patriote voit dans le rayonnement du français une manière de pérenniser l'empire colonial et d'assurer l'avenir d'une langue qu'il dit déjà menacée par l'anglais. Le mot renaît seulement dans les années 60 au moment de la décolonisation, sous l'impulsion de dirigeants de pays nouvellement indépendants. De gauche à droite, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, le Nigérien Amani Diori, le Cambodgien Norodom Sihanouk et le Tunisien Habib Bourguiba. La communauté francophone s'organise autour d'une multitude d'associations, des universités, des parlementaires, des professeurs, pour rapprocher des peuples autour d'une langue commune. C'est un vecteur de solidarité, de partenariat culturel et éducatif. Jusqu'à la création de l'Agence de coopération culturelle et technique à Niamey, au Niger, en 1970, avec 21 membres répartis sur la planète. Le but ? Promouvoir et diffuser les cultures de ses membres, intensifier la coopération culturelle et technique entre eux. Le premier sommet de la francophonie est organisé en 1986 à Versailles, en France. En 1997, Boutros Boutros-Ghali devient le premier secrétaire général de la francophonie et en 2005 naît l'appellation Organisation internationale de la francophonie. Le Sénégalais Abdou Diouf en est un des illustres secrétaires généraux. L'Afrique prend de plus en plus de place dans ce concert des nations. En 2050, d'après nos études, nous serons 715 millions de francophones dans le monde. 85% seront en Afrique. De 2015 à 2018, c'est la Canadienne Michaëlle Jean qui est à la tête de la francophonie. 3 ans plus tard, c'est la Rwandaise Louise Mushikiwabo qui est élue. Cette année à Djerba, elle est seule candidate à sa succession. Retour au Togo pour signaler que 3 nouveaux membres de la Cour suprême ont pris officiellement fonction hier vendredi. Ils ont prêté serment de remplir leur mission dans le respect de la Constitution devant le garde des Sceaux, ministre de la Justice et le président de la Cour suprême. Reportage Chaznan Baga. Moti Noutifapato, Amevo Kokuvi, Tchagba Idrissou Saïdou, Ekoutob Naoto Tchonchoko, nouveaux membres de la Cour suprême. Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions dans le respect de la Constitution, d'assumer sans défaillance les devoirs qu'elle leur impose et de garder le secret des délibérations. Cet acte solennel intervient après une réquisition de Madame Hadji Azanledji Maoulawe, qui vient de prendre fonction. Vous êtes appelé à contrôler les décisions rendues par les juridictions de fond. Vous êtes appelé donc à dire le droit, rien que le droit, qui doit être dit à temps et à contre-temps. Ayez toujours cela à l'esprit. Rendez justice à la veuve et à l'orphelin. Ne monnayez pas les dossiers qui vous seront soumis à traitement. Ce ne sont pas les offres alléchantes qui manqueront, ça c'est sûr. Mais faites beaucoup attention. Soyez prudents, vigilants et surtout diligents pour éviter les multiples critiques de lenteur faites à notre justice. Nos concitoyens et tous les justiciables ont confiance en vous. Ne trahissez pas cette confiance. La Cour suprême étant le dernier rempart pour eux. Certes, nous ne sommes pas des saints, je le reconnais, mais nous devons être des modèles, des exemples à imiter par nos collègues cadets. À la Cour suprême, les magistrats Moti et Tchagba sont nommés conseillers. Koutob Naoto est lui nommé 6e avocat général au parquet général, des hautes fonctions qui nécessitent des qualités pointues. Nous vous souhaitons encore la bienvenue dans le temple. N'y entrez pas chaussés, déchaussez-vous avant d'y entrer. Humilité, respect de la loi et surtout, ne déconsidérez pas les justiciables. C'est pour eux que nous sommes là. La loi est faite pour nous tous. N'abusons pas de leur crédulité. N'abusons pas de notre autorité sur eux, les justiciables. Non. Faisons en sorte qu'ils veuillent bien, de bon gré, nous approcher, pas nous fuir. Les 3 récipiendaires étaient avant leur nomination en service à la Cour d'appel de Kara. La Cour suprême a pour mission de veiller à la bonne application de la règle de droit par les juridictions inférieures. Et on va mettre le cap sur l'Avier dans la préfecture de Kloto pour un geste
longtemps attendu. Adebayor Cheyi a lancé officiellement ce vendredi son initiative de formation et d'accompagnement à l'installation de jeunes Togolais dans l'agro-business. Le footballeur international et mécène avait à ses côtés la ministre en charge de l'emploi des jeunes notamment. Christine Pecheki-Alodé était témoin de ces instants. Reportage. Le secteur agricole, un vivier d'opportunités et de création d'emplois. Cheyi Emmanuel Adebayor y croit et s'engage aux côtés du gouvernement pour l'emploi des jeunes, et c'est à travers la formation des jeunes pour leur insertion en agrobusiness. Ces jeunes qui viennent chez nous, ils seront formés uniquement sur l'agro-entrepreneuriat avec des contenus spéciaux, avec des outils spéciaux pour qu'à la fin, ils puissent créer des entreprises, qu'ils puissent être des porteurs de projets innovants pour pouvoir créer de l'emploi. 1050 agro-entrepreneurs seront formés. Emmanuel Adebayor, à travers ce projet, vient en soutien aux différents projets et programmes du gouvernement en faveur des jeunes. Notre ambition est de mettre en place une instance d'incubation en faveur de la jeunesse togolaise pour leur insertion à la fois sociale et professionnelle en montrant la voie, le chemin par l'intermédiaire duquel nos jeunes peuvent prendre leur destin en main afin de devenir des acteurs assurés de leur réussite et par la même occasion de celle de l'émergence de notre pays. À la fin de la formation, ils bénéficieront d'un accompagnement pour la mise en œuvre de leur projet. L'incubation pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes en agrobusiness, un cadre de création de capacités entrepreneuriales en cohérence avec la politique du gouvernement en matière de l'emploi des jeunes. Le Togo compte énormément sur le secteur de l'agriculture pour non seulement assurer la croissance durable et inclusive, mais surtout fournir des emplois massifs aux jeunes. C'est ici que trouve la justification, l'intérêt et l'importance du projet de la Fondation SI. C'est donc avec une très grande satisfaction que nous accueillons ce projet qui va contribuer à construire un Togo prospère. Le ministère de l'Agriculture et le PNUD soutiennent ce projet qui va durer 3 ans. Rencontre d'échange à Sokodé entre les autorités locales et les responsables des plateformes multifonctionnelles, des plateformes opérationnelles depuis 2008 dans notre pays. À l'heure où l'on pense à accroître les performances et donc la productivité de ces installations et de manière durable, pointe la possibilité d'hybridation des moteurs. En simple, l'énergie solaire sera de plus en plus intégrée dans leur fonctionnement. On voit cela avec Désiré Aloy. Les plateformes multifonctionnelles, programme du gouvernement togolais, est opérationnel depuis 2008. Programme qui a pour but de contribuer à l'amélioration de vie en milieu rural afin de réduire la pauvreté et induire un développement économique local durable. Le projet prévoit l'hybridation des plateformes standards au diesel avec le système solaire photovoltaïque. Une rencontre avec les maires, les membres du cadre de concertation régionale centrale et les journalistes pour partager et échanger par rapport aux avantages de l'hybridation. On va retrouver aujourd'hui pour un atelier de sensibilisation et de partage pour sensibiliser ces acteurs sur l'importance de l'hybridation qu'ils vont à leur tour relayer au niveau des communautés. Le FEM lutte contre le gaz à effet de serre et nous venons sensibiliser les maires qui sont les premiers répondants de leur communauté, à porter cette information, à amener la communauté à prendre à corps la gestion de les plateformes pour vraiment un bon épanouissement de la population. 50 plateformes multifonctionnelles PTFM à travers le pays vont connaître ce transfert à titre pilote à vulgariser bientôt au bénéfice des populations pour accroître le minimum vital commun. Aujourd'hui, on va utiliser moins le gasoil et on fera face à l'énergie solaire, donc l'énergie renouvelable. Alors, donc ça veut dire que le Togo répond donc vraiment présent par rapport aux nouvelles formes de lutte contre les changements climatiques. Donc il est question que ça soit plus durable. Donc en ce sens-là, c'est un devoir pour les maires
de pouvoir s'impliquer fortement. 11 villages dans la région centrale seront touchés par cette innovation bénéfique pour les populations rurales en termes de protection de l'environnement et du développement des activités génératrices de revenus. AGR. 2 projets de l'Organisation pour la charité et le développement intégral ont été lancés cette semaine à Atakpamé. Un projet d'appui aux artisans et un autre d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, des projets financés par l'État togolais. Le point avec Sylvain Aboudou. Je vous parlais donc de ce projet de l'OCDI, 2 projets en fait qui ont été lancés à Atakpamé cette semaine. Un projet d'appui aux artisans et puis un autre d'accès à l'eau potable et à l'assainissement qui ont été financés, des projets donc financés par l'État togolais. Ou alors, en attendant d'avoir ce sujet, parlons plutôt de cette fondation, la fondation Nana Année 15, qui appuie le ministère de la Culture et du Tourisme et l'Université de Lomé avec des livres et manuels scolaires. La Fondation Nana a offert 21 000 ouvrages pour contribuer à l'ouverture de centres de lecture et d'animation culturelle notamment. La cérémonie de remise a eu lieu vendredi à la présidence de l'Université de Lomé. Compte rendu, Clarisse Atikle. Dans ces cartons, des livres et manuels scolaires. Ils sont destinés au ministère de la Culture et du Tourisme et aussi à l'Université de Lomé. La Fondation Nana Année 15 les met gracieusement à leur disposition, conformément à son engagement à la promotion de l'éducation et de la culture au Togo. Le don d'aujourd'hui, pour ce qui concerne le ministère de la Culture, est notre contribution à ce projet concernant donc les classes de primaire, de collège, de lycée, pour pouvoir aider le ministère dans son projet d'ouverture de CLAC, mais également de renforcement des capacités au niveau des collèges, des CEG et autres, dans les zones reculées. Ce qui concerne l'université de Lomé, où nous sommes à notre 2e visite. La première visite remonte donc en février 2017. Aujourd'hui, nous avons offert 3 000 livres donc, pour renforcer les capacités dans l'enseignement supérieur. Au total, 21 000 ouvrages, dont 18 000 destinés à combler les besoins liés à l'ouverture des centres de lecture et d'animation culturelle CLAC. Les 3 000 restants seront utilisés à l'Université de Lomé pour l'enseignement de la sociologie, les mathématiques, la biologie, la psychologie, entre autres. Nous sommes très ravis, très heureux de réceptionner ces 3 000 ouvrages qui vont servir à nos apprenants. Pas seulement nos apprenants, mais aussi les enseignants et le personnel administratif également. Chacun va se retrouver là-dedans, chacun aura pour son compte. Que ce soit à la bibliothèque ou à l'université, ces ouvrages vont contribuer à renforcer le savoir et à promouvoir la culture. Le don de ce jour vient renforcer de façon quantitative et qualitative le fonds documentaire des centres de lecture et d'animation culturelle, dont la contribution à l'épanouissement des jeunes comme des adultes n'est plus à démontrer. Cette cérémonie qui nous réunit constitue pour moi donc l'opportunité de manifester au nom du président de la République, de la chef du gouvernement et à mon nom personnel, la reconnaissance du peuple togolais tout entier à l'endroit du généreux donateur de tous les jours, la Fondation Nana Année 15. La Fondation Nana Année 15, à travers son fondateur Nana Ohinikon Kwamdesou 15, concrétise une fois de plus son engagement dans un domaine phare, l'éducation, domaine dans lequel elle ne cesse d'apporter son soutien aux élèves et étudiants depuis sa création en 2012. Et on va continuer par parler d'école pour signaler les 130 ans d'existence de l'école catholique au Togo. Première école au Togo, l'enseignement catholique a eu des impacts, on peut le dire, positifs sur la vie des Togolais. La conférence des évêques a lancé officiellement ce samedi matin les activités marquant la célébration. C'était en présence d'autorités politiques, traditionnelles et religieuses du pays. Esther Diato, Carmen Madjé, Akap. Les célébrations du jubilé des 130 ans
de l'école catholique au Togo. Ces mots donnent le ton à la célébration des 130 ans d'existence des écoles catholiques du Togo. Tout a commencé avec l'arrivée des missionnaires allemands au Togo en 1892. Pour marquer leur présence, ils ont mis en place, en septembre de la même année, une école. La toute première de l'histoire du Togo, comme le clame haut et fort, c'est tout petit. L'enseignement catholique est axé sur une éducation inclusive. Personne n'est laissé pour compte. La présence des élèves non-voyants de l'Institut catholique des aveugles l'illustre parfaitement. En ce jour de lancement du jubilé des 130 ans de l'enseignement. Il y a donc 130 ans que l'école catholique accueille et forme les fils et filles du Togo. Aujourd'hui, on peut compter plus de 1000 écoles catholiques qui ont accueilli, pour le compte de l'année scolaire 2021-2022, environ 156 500 apprenants. Des chiffres qui prouvent que l'enseignement catholique repose sur une éducation de qualité. L'école catholique a des défis à relever et ces défis ont une réponse dans le plan stratégique 2020-2025 de l'enseignement catholique. Notamment rendre accessible l'école, renforcer la capacité des enseignants à travers une formation renouvelée et améliorer les conditions de travail. La commémoration des 130 ans d'existence de l'école catholique est un appel à fédérer les énergies afin que des moyens soient donnés à cet ordre d'enseignement pour poursuivre fidèlement sa noble mission d'éducation reçue du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons que rendre grâce à Dieu, faire sérieusement mais modestement ce que nous devons faire et compter encore sur le partenariat de l'État, le partenariat, disons, des parents d'élèves et les partenariats multiformes pour relever ensemble l'ODD 4 qui demande que nous puissions tendre de plus en plus vers une éducation de qualité et qui soit inclusive et qui soit accessible à tous. Pour Dodi Komla Kokoloko, ministre des enseignements primaires et secondaires, l'école catholique est un patrimoine inaliénable qui sert de boussole. Un pionnier du temple du savoir qui a su garder le flambeau de l'enseignement de qualité. Les 130 ans de l'école catholique au Togo nous donnent le repère héritier d'exprimer la gratitude du gouvernement sous l'autorité du président de la République pour les inoubliables services que l'école catholique a rendus à la nation togolaise. L'enseignement catholique, au bilan d'étape plus que centenaire, n'a pas démérité devant ses ambitions et missions de 1892 à nos jours. La science, l'ordre et la liberté sont au cœur de l'agenda politique du chef de l'État. Le gouvernement, pour sa part, reste disponible pour achever les projets de partenariat qui s'inscrivent dans une confiance mutuelle avec l'Église catholique. Les 130 ans de vie des écoles catholiques, c'est aussi l'occasion de rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Et pour que l'école soit une réussite, il faut qu'à des carrefours stratégiques, l'apprenant soit bien orienté au BEPC, au Bac 2 notamment. L'Agence nationale pour l'emploi a tenu des séances d'information du 11 au 16 novembre dernier sur toute l'étendue du territoire. C'était pour rappeler aux élèves et aux parents l'importance de faire des choix judicieux pour leur formation, d'explorer donc les filières porteuses. Plus de 6600 élèves ont été touchés par ces séances d'information. On fait le point avec Clarisse Atticlé.
National pour l'emploi, ANPE, à la rencontre des élèves des classes de 3e et terminale, et pour cause. Ils seraient amenés à faire des choix de leur série et filière à la rentrée prochaine au lycée ou à l'université. L'ANPE, dans une dynamique d'anticipation sur les besoins en compétences de l'économie et pour préparer les apprenants à cette étape cruciale de leur parcours scolaire, a initié des séances d'information et de sensibilisation sur l'orientation scolaire et professionnelle sur l'ensemble du territoire. Elles se sont déroulées simultanément dans plusieurs collèges et lycées du Grand Lomé et dans les régions maritimes, Plateau, Centrale, Kara et Savane. C'était avec la collaboration du Centre national d'information et d'orientation professionnelle, CENIOSP. Cette vaste campagne d'information et de sensibilisation de l'ANPE a été exécutée dans 274 établissements avec 1099 classes de 3e et de terminale touchées. 35 482 élèves des classes de 3e et 30 751 de terminale, soit un total de 66 233 élèves sensibilisés. Ces séances d'information s'inscrivent dans un ensemble d'actions menées par les pouvoirs publics et visant à calibrer les offres de formation sur les besoins du tissu économique. Donc il est important de les entretenir et de leur donner un certain nombre d'informations qui leur permettent de choisir librement et de façon assez facile leur filière et leur série. Il a été surtout question de partager avec ces candidats à l'orientation les filières de formation post-BPC et post-Bac 2. L'idée, c'est de leur permettre de connaître les domaines porteurs d'avenir professionnel et qui leur faciliterait l'insertion socio-professionnelle. Une thématique inscrite aux priorités du gouvernement togolais. Il l'a d'ailleurs prise en compte dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025, notamment le projet P10 qui met l'accent sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement en lien avec le marché du travail. Aussi, le projet P11 de la feuille de route table-t-il sur la revue politique d'orientation et de promotion de la formation professionnelle vers les métiers prioritaires. En rappel, l'ANPE a déjà organisé en juillet 2022 ces mêmes séances d'orientation scolaire et professionnelle à l'endroit de 5 295 bacheliers sur l'ensemble du territoire après la proclamation des résultats du Bac 2. Et on va parler promotion de la femme. La cellule genre du ministère des Sports et des Loisirs a réuni ce samedi matin à Lomé les acteurs du sport pour les outiller sur le concept d'égalité homme-femme dans les instances décisionnelles. L'idée, c'est d'amener les directeurs centraux, les chefs services et responsables de fédérations nationales à penser aux femmes dans leur promotion. Carmen Madji Akapo. Malgré l'augmentation progressive de leur participation au sport, les femmes demeurent sous-représentées dans les instances décisionnelles des institutions sportives locales et nationales. Au ministère des Sports, sur 180 agents, dont une cinquantaine de femmes, la représentation des femmes au plus haut poste décisionnel des organisations sportives reste très faible, 2 à 3 sur 10 par rapport aux hommes. La cellule focale genre du dit ministère veut changer la donne. Notre attente à l'issue de cet atelier est que les concepts genre soient compris par les participantes et participants et qu'ils s'en approprient pour une prise en compte de façon transversale dans leurs activités. Le rapport du ministère de la Promotion de la femme sur l'indice d'égalité genre au Togo montre clairement que les femmes consacrent plus de temps que les hommes aux tâches familiales et participent moins à d'autres activités sociales. Dans les sports et les loisirs, souvent c'est l'apanage des hommes. On pense à une femme qui est en train de faire le sport, on dit que ça là, elle est une masculine. Vous ne la regardez pas, elle est comme un homme. Et si c'est un homme qui fait le contraire, on dit qu'il est féminin. Il faut que les gens mettent fin à cette discrimination et cette catégorisation des rôles. Au niveau national, des objectifs volontaires de parité hommes-femmes dans les structures de gouvernance ont déjà été prouvés.
Le mouvement mondial Riforchi de ONU Femmes l'a même reconnu en remettant au président de la République, Foreso Zimnanya Singbe, en 2021, une distinction honorifique réservée aux hommes d'État engagés pour la cause de la femme dans leur pays et dans le monde. Cette formation sur la prise en compte du genre dans les activités sportives a été plutôt organisée ce vendredi à Lomé. La Coupe du Monde au football, vous le savez, Qatar 2020 démarre demain dimanche à Doha. Elle se veut une compétition privilégiant santé et sécurité. L'Organisation mondiale de la santé veut une Coupe du Monde 2022 en bonne santé. Elle a déjà tenu une partie de sport ce samedi à sa représentation à Lomé. On voit cela avec Marie-Réna Beta et Yata Ratem. Une partie d'exercice physique sur fond de musique à la rumba brésilienne. De la danse, des mouvements de corps, de jambes, remise en forme oblige. Sport et santé, mise en exergue par l'Organisation mondiale de la santé. Un engagement de l'institution qui marque ainsi son adhésion pour une Coupe du Monde 2022 en bonne santé. Depuis 2019, l'OMS et la FIFA ont signé un accord dans le but d'utiliser le sport et particulièrement le football pour mobiliser la jeunesse, les personnes en général, pour la santé. Parce qu'il n'est nul de plus à démontrer que le sport est un facteur important pour la santé. La Fondation Brazzaville et le Centre de formation et de recherche en santé publique au Togo emboîtent le pas à l'OMS dans cette démarche. Il est important de faire du sport. Le sport, c'est la santé. Ce que l'OMS propose, c'est de faire 300 minutes de sport par semaine. Et ceci permet de lutter efficacement contre certaines maladies, notamment les maladies non transmissibles, à savoir l'hypertension artérielle, le diabète et le cancer. D'une façon générale, lutter contre toutes les maladies cardiovasculaires, améliorer sa santé cardiovasculaire. Se dépenser physiquement présente de nombreux avantages. À travers cette initiative, l'OMS incite les populations à la pratique du sport pour une vie plus heureuse, plus saine et plus productive. Le sport est bon pour la santé, on ne saurait en débattre. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rappelons juste que le chef de l'État est en Tunisie. Il est à Djerba pour la 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, conférence ouverte ce matin et qui a pour point central le numérique. Le numérique qui est un axe central dans la politique publique ici au Togo. Merci donc de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.